Allez, l'après-midi se poursuit. Merci d'être restés avec nous. Installez-vous confortablement. On a une magnifique table ronde qui nous attend dans une poignée de secondes maintenant, avec ce souffle qu'on donne aux champions de demain sur et en dehors du terrain. Ils sont 5 à venir sur scène et pas n'importe qui. Jo-Wilfried Tsonga, ex-numéro 5 mondial. Alizé Cornet, 20 ans de carrière, ex-numéro 11 mondial. Paul-Henri Mathieu, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Vincent-Baptiste Clauzon, le responsable des partenariats du groupe BNP Paribas. Et une jeune tenniswoman prometteuse, Astrid Liu Yanfun, numéro 367e mondial. Ils vont entrer sur scène pour discuter avec nos 2 journalistes de talent, mon cher collègue et ami Fabien Lévesque et Fabrice Abgral de Radio France. Bonjour à tous les deux. Installez-vous. Alizé, Astrid, Paul-Henri, Vincent-Baptiste et Jo-Wilfried. Bonjour tout le monde. Allez, je vous laisse discuter pendant cette table ronde et je reviens après, comme depuis le début de la journée, pour le temps d'échange avec vous. Merci Cécile, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Déjà, je pense que vous pouvez applaudir ce casting exceptionnel. Hein. Avec à ma gauche Alizé Cornet, ex-numéro 11 mondial en 2009, on le rappelle, qui a disputé 68 grands chelems d'affilée de l'Open d'Australie. 69, ça commence bien. Open d'Australie 2007 à Roland-Garros 2024, je me trompe pas? Non, c'est ça, c'est bien ça. Ok, personne n'a fait mieux, tu le sais ça, Alizé. Hein. Pour l'instant. J'espère tenir le record en quelques années encore. Jo-Wilfried Tsonga est avec nous, ex-numéro 5 mondial. Il a disputé 30 finales dans sa carrière, il en a remporté 18, dont 2 Masters 1000. À Bercy en 2008 et à Toronto en 2014 en battant Roger Federer, au passage. Ah, c'est un marqueur, hein. Finaliste à l'Open d'Australie en 2008, finaliste du Masters en 2011, vainqueur de la Coupe Davis en 2017, vice-champion olympique en double. Il a pris sa retraite, malheureusement, en 2022. Jo-Wilfried Tsonga, sous vos applaudissements. Salut. Un autre grand champion avec nous, Paul-Henri Mathieu, ex-numéro 12 mondial, qui est aujourd'hui capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, qui avait poussé Rafael Nadal à ses retranchements, on se rappelle à Roland-Garros, 4h53 minutes à Roland face à l'Espagnol. Donc merci d'applaudir également Paul-Henri Mathieu. Avec nous également Astrid Liu Yanfun. Bonjour, âgée de 20 ans, espoir du tennis français. Elle est 367e joueuse mondiale et elle appartient donc à la team Jeune Talent de la BNP depuis 2021 et elle a participé aux qualifications de Roland-Garros en 2024. Oui, l'avenir du tennis français. Et enfin avec nous, Vincent-Baptiste Clauzon, responsable des partenariats, sponsoring événementiel du groupe BNP Paribas. Bonjour Vincent-Baptiste. Bonjour. Ouais. Et c'est intéressant de nous avoir avec vous aujourd'hui parce que vous êtes à la tête aussi de la team BNP Paribas Jeunes Talents qui a été créée en 2018. Jo-Wilfried en est le parrain, Alizé également. Expliquez-nous concrètement en quoi consiste cette team BNP Jeunes Talents pour accompagner les futures pépites du tennis français. Bonjour à tous. Alors, la team BNP Paribas Jeunes Talents, elle a maintenant un peu plus de 6 ans, je crois. On s'est retrouvés, c'était en 2018 avec notamment Jo, sur l'idée de se dire comment on peut être ensemble utile au tennis français et comment on peut accompagner au mieux des jeunes une carrière de tennisman. Alors moi je ne le connais pas personnellement, mais on sait que c'est difficile. On sait que très jeune ça devient difficile parce qu'il y a des voyages, il y a des déplacements un peu de partout en France, en Europe et dans le monde entier, et que ces jeunes ils ont besoin de pouvoir faire leur choix, ils ont besoin de pouvoir prendre leurs décisions assez tôt dans leur vie. Et à un moment donné on s'est dit voilà, comment on peut les aider. Peut-être pas sur le court, parce qu'on n'avait aucune légitimité pour le faire sur le court, mais en dehors du court. Et donc on a lancé l'histoire avec Jo, on l'a réfléchi pendant assez longtemps pour être sûr d'être utile. Voilà, BNP Paribas est dans le tennis depuis 52-53 ans, et notre souhait c'était vraiment d'être absolument utile dans les projets qu'on allait mener. Et donc on a commencé avec une petite équipe de 10, dans laquelle on avait Arthur Cazot de souvenir, Diane Paris, Elsa Jacquemot, je crois.
On a grandi, on va bientôt fêter le 50e jeune dans le programme français. Et il y a 8 teams comme ça dans le monde entier. Aux États-Unis avec John McEnroe, en Belgique avec Justine Hénin, et on a 150 jeunes dans le monde entier qui sont accompagnés de cette manière. Ouais, concrètement, c'est des bourses individuelles oscillant entre 5 000 et 20 000 euros par an en fonction des capacités financières des parents pour essayer de les accompagner au mieux vers le haut niveau. En fait, il y a vraiment 2 aspects. Il y a un premier aspect qui est en effet de se dire faisons en sorte que l'aspect financier soit le moins possible un frein, parce que le tennis coûte cher, les déplacements coûtent cher, les tournois, et l'équipe qu'un jeune de 14-15 ans doit avoir autour de lui commence déjà à coûter, et les parents ne peuvent pas obligatoirement accompagner. Donc avec la Fédération française de tennis, qui est aussi partenaire du programme, on regarde comment on peut aider ceux qui en ont le plus besoin. Et puis parallèlement à ça, et surtout, on les accompagne collectivement sur des séminaires, sur une forme d'accompagnement. J'ai envie de dire, Joe dit jamais de conseils, mais en tout cas de témoignages qu'on peut leur donner et de personnes avec qui on peut les mettre en contact pour qu'ils puissent se faire leur propre avis, puis à un moment donné prendre leurs décisions. Donc il y a vraiment ces 2 aspects-là qui durent maintenant depuis quelques années. Ils bénéficient donc de bourses individuelles? Alors pour certains, il y a des bourses individuelles. Oscillant entre combien et combien en gros? Entre 5 et 20 000 euros par an. D'accord. Et pour la totalité du groupe, donc les 50, il y a des séminaires où chacun vient généralement avec ses parents, parce que voilà, des jeunes enfants, finalement, les sujets sont autant des sujets pour les parents que pour les enfants. Et donc, on a besoin, à un moment donné, vraiment de créer ce collectif. Et ce qu'on aime bien dire, c'est que d'un sport individuel, avec ces séminaires qui durent généralement 2-3 jours, il y en a 3 par an, on arrive à créer quelque chose d'assez collectif entre eux. Les parents s'entraident, les parents se connaissent, ils peuvent se donner des conseils. Et les jeunes aussi, à leur tour, vivent un peu cet esprit d'équipe dans un sport qui reste un sport individuel, mais voilà, de créer cette logique collective nous plaît beaucoup. Vous travaillez en étroite collaboration avec la Fédération française de tennis. Comment ça se passe? C'est vous qui demandez certains joueurs? C'est la Fédé qui vous donne les joueurs, qui fournit les joueurs de votre team? Comment ça se passe? C'est l'ensemble. On a un comité de sélection. Paul-Henri en a fait partie certaines années. Joe en tant que parrain et Alizé aussi. Voilà, on étudie des listes de jeunes joueurs. On analyse leurs besoins, leur potentiel, leur envie, leur motivation. Et après, on en choisit, selon les années, 2, 3, 4 en plus chaque année, en fonction de ceux qui vont laisser leur place, ce qui permet chaque année de renouveler ces jeunes joueurs. Alors ce genre d'initiative, Joe, est-ce que ça vient combler un manque? On voit bien la thématique, donner du souffle aux champions de demain sur et hors des terrains. C'est nécessaire, ce genre d'accompagnement? Je crois que c'est nécessaire, effectivement, sinon ça n'existerait pas aujourd'hui. C'est un programme qui est important, évidemment, économiquement pour ces jeunes, puisqu'ils en ont besoin. Le tennis, comme l'a dit Baptiste, ça coûte vraiment très cher, surtout quand on arrive à un certain niveau. Il faut voyager, il faut payer son matériel. Enfin bref, je ne vais pas faire la liste, mais c'est assez onéreux. Donc ça, c'est une première chose, mais surtout, ils en ont besoin, dans leur aventure, d'avoir des témoignages, à travers les séminaires qu'on peut faire. Les parents ont besoin aussi d'être rassurés, d'être éclairés sur ce qui se fait, sur l'expérience que va vivre leur enfant. Et le but de tout ça, en fait, c'est de les rendre finalement assez autonomes pour prendre des décisions. Et être capable à un moment donné de se dire on a rencontré tel intervenant, il nous a expliqué ça, on a rencontré tel joueur de tennis, il nous a raconté son histoire, et dans tout ça, nous on va être capable de prendre finalement une décision, puisqu'on est au courant de ce qui va se passer pour notre enfant dans les prochaines années, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Donc oui, c'est un programme qui est hyper important et en tout cas qui a fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a c'est peut-être plus d'une dizaine de joueurs qui ont intégré le top 100, donc qui sont vraiment professionnels, qui en vivent aujourd'hui et dont c'est le métier. Donc aujourd'hui, clairement, on se rend compte que ce programme a une vraie résonance et reste très important pour les joueurs et joueuses. Oui, on peut citer donc Diane Paris, Elsa Jacquemot, Arthur Cazot, qui a fait finale cette année à Kitzbühel. On peut citer Lucas Van Haché, qui a remporté Roland Garros Junior également. Gabriel Debrue, également, Roland Garros Junior en 2022. Et aussi le tennis fauteuil. Il y a Xenia Chasteau notamment que vous avez... En fait, depuis le début, on s'est dit il faut vraiment, on veut
être ouvert à l'ensemble des joueurs. Donc on a décidé qu'on avait 50% de garçons, 50% de filles, et des jeunes en tennis fauteuil. Donc dans chaque promo, on a à chaque fois eu un jeune en tennis fauteuil, il y en a 5 au total. C'était important parce que c'est l'ensemble du tennis qu'on voulait accompagner de cette manière-là. Alors c'est vrai qu'on a parlé de l'aspect financier essentiellement depuis le début de cette intervention. Alizée, il y a aussi un aspect à appréhender, c'est la gestion de la pression du sport de haut niveau. Ça, c'est essentiel aussi. Oui, bien sûr. En fait, c'est l'essentiel de nos interventions avec Joe, c'est d'essayer de leur partager nos témoignages pour justement évoquer ces sujets-là, ces sujets qui concernent l'émotionnel, le psychologique et tout ce qu'on peut affronter finalement quand on est sur un terrain de tennis. C'est super pour ces jeunes-là d'avoir des témoignages comme les nôtres. Alors, bon, Joe, il a arrêté il y a un peu plus longtemps que moi, mais c'est vrai qu'on est quand même des jeunes retraités et on se souvient, on a encore au fond de nous tout ce qu'on peut ressentir sur un terrain. Et c'est génial de pouvoir aborder ces sujets-là pour leur donner des clés, des outils. On sait à quel point le tennis est un sport psychologique. C'est même avant tout un sport psychologique, hein. Tout le monde sait jouer au tennis, tout le monde sait faire des coups droits, des revers. Maintenant, la condition, on va dire, athlétique des joueurs et des joueuses est de plus en plus performante, donc ça se joue de plus en plus dans la tête. Et c'est vrai que là-dessus, on essaye, on va dire, d'apporter notre pierre à l'édifice. Et moi, j'adore ces moments d'échange avec les jeunes. Il y en a certains qui sont très demandeurs, d'autres qui sont un peu plus timides, un peu plus en retrait. Mais c'est génial de pouvoir juste être dans la transmission. Quand on m'a proposé d'être marraine de la team Jeunes Talents, moi, c'est un projet qui m'a tout de suite plu. J'avais tout juste pris ma retraite et je réfléchissais déjà comment je pouvais me rendre utile. Et là, vraiment, je ressens que je peux aider finalement un petit peu à ma mesure les jeunes qui sont en train de se lancer, Astrid et les autres. Et ce qui est chouette aussi, c'est de créer ce lien finalement entre marraine et filleule. Et je pense qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur nous s'ils ont des questions. Je suis pas sûre qu'ils soient encore suffisamment à l'aise pour prendre leur téléphone et nous appeler. Mais nous, c'est ce qu'on veut avec Joe, c'est qu'ils se sentent vraiment complètement libres et qu'on soit un peu des grands frères et des grandes sœurs pour pouvoir les aider à exploiter le maximum de leur potentiel. Et voilà, il y a du boulot, c'est jamais trop. Tout à l'heure, tu disais, est-ce que ça comble un manque ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un beau bonus. C'est un beau bonus pour eux. Et c'est vrai que moi, si j'avais pu avoir ce genre de soutien quand j'étais plus jeune, j'aurais été vraiment très demandeuse. Donc, comme l'a dit Joe, c'est vraiment une super opportunité pour nous et pour eux. Mais vous partagez votre expérience, mais bon, ça se situe pas au niveau de la tactique, de la technique ou quoi que ce soit. C'est quoi ? Vous partagez votre expérience avant tout, les pièges à éviter. C'est ça un petit peu votre discours avec ces jeunes-là ? Oui, alors en fait... C'est pas sur le cours ou c'est pas des entraînements, c'est ce que je suis en train de poser comme question. Oui, en fait. Non, pas toujours. Alors ça peut l'être. Ça peut l'être. En l'occurrence, ça pourrait l'être si on est avec eux sur le terrain. Mais souvent, ce qui est marrant, et Baptiste l'a dit tout à l'heure, c'est souvent, en tout cas moi, les discussions que j'ai pu avoir, c'était souvent avec les parents qui avaient besoin d'être éclairés en gros sur ce qui allait se passer pour leurs enfants dans les prochains mois, dans les prochaines années, les aider à prendre des décisions. Et comme Baptiste l'a dit encore tout à l'heure, on n'est pas là pour donner des conseils, en fait, on est juste là pour un témoignage, on est là pour raconter notre histoire et qu'ils puissent effectivement, à un moment donné, quand ils vont être face à une décision, se dire « Ah oui, mais on m'avait dit ça, on m'avait dit ça ». On est là aussi pour crédibiliser effectivement les intervenants dans les différents séminaires qu'ils font avec le BNP Paribas Jeunes Talents. Un exemple, si le nutritionniste il vient, il va leur dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Lui, il a des certitudes parce que c'est son métier. Et nous, on va venir avec une anecdote, avec une expérience, leur raconter ce qui s'est passé pour nous, que quand on était jeunes, on mangeait du McDo, puis après on s'est blessé. Et que parle pour toi, hein. Et c'est pour ça que... non, j'en reste là. C'est Gaël, mon fils, qui mangeait des McDo. Non, mais là, j'exagère, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, c'est dans ce genre de témoignage en fait que nous on va apporter de la crédibilité à ce qu'il leur est dit tous les jours. Nous, on n'invente rien, mais effectivement, notre témoignage a souvent un peu plus de portée finalement que ce qu'on leur dit tous les jours. Alors on va se tourner vers Astrid. Oui. Non, j'allais juste rajouter que finalement, il n'y a pas de piège à éviter. Au final, si c'est fait avec bienveillance, avec humilité, avec humanité, tout passe.
En fait, l'essentiel, c'est qu'il y ait vraiment cet échange entre nous. Et les jeunes savent qu'on a expérimenté les mêmes choses qu'eux sur le court. Et ça nous donne une certaine crédibilité pour en parler. Sur tous les aspects que comporte une vie d'athlète professionnel, on l'a vécu, on l'a traversé, on a eu des hauts et des bas. Et en fait, c'est ça qu'on a envie d'insuffler aux jeunes. C'est ces histoires-là pour qu'ils puissent s'en inspirer et en tirer le meilleur et créer leur propre chemin. Alors on va se tourner vers Astrid, jeune talent de BNP Paribas. Comment vous avez été repéré? Comment ça s'est passé, votre intégration? Bonne question. Ah, vous êtes arrivé comme ça, vous avez frappé à la porte, vous êtes rentré? Non, c'est vrai, c'est une bonne question. Je pense que mes parents ont fait la demande aussi. Et puis c'est vrai qu'avant que je rejoigne la team, je voyais mes copines dans la team. Je parle de Jenny Lim, par exemple, qui est arrivée avant moi. Et ça m'intéressait beaucoup, que ce soit l'aspect financier, mais aussi les séminaires qu'elle avait, par exemple des interventions avec des sportifs de haut niveau comme Tony Parker, je pense direct à lui. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir des interventions de sportifs de haut niveau. Je pense aussi à Sarah Balzer il y a quelques mois après les JO. Et c'est génial. Ça vous donne des clés supplémentaires pour atteindre le haut niveau finalement, Astrid? Oui, je pense que ça m'aide beaucoup, que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors. Comme je disais, c'est qu'on a certains séminaires durant l'année où on a des activités, par exemple média training, où on nous aide à bien répondre aux journalistes, ou même on nous propose des cours d'anglais pour l'étranger. Ça, Joe, il aurait aimé les cours d'anglais, non? Oh, le tir! C'est moche. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Mais... Non, mais à l'école, on faisait de l'anglais quand même. Ah, mais Joe, typiquement, quand on doit répondre à un discours après une finale d'un grand chelem. Je faisais encore du tennis au fond de la classe. L'anglais, c'était pas mon truc. Ah, mais c'est le genre de choses qui peut parasiter un joueur de tennis. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je sais que j'ai assez mal vécu. J'ai fait cette erreur finalement de ne pas m'intéresser assez finalement à l'anglais avant d'aller sur le tour. Et je me suis retrouvé devant 15 000 personnes en demi-finale après avoir battu Rafael Nadal à l'Australian Open, devant Jim Courier, qui évidemment a un anglais parfait. Il est américain. Mais il parle français en plus. Voilà, et je me suis retrouvé à ce qu'il me pose une question que je ne comprenais pas et où je devais donner une réponse où la langue parlée n'était pas la mienne. Et c'est vrai que c'était vraiment compliqué. Donc aujourd'hui, bien vivre, par exemple, sur le tour de tennis, c'est aussi parler anglais et c'est hyper important pour sociabiliser déjà dans un premier temps. On voyage tout au long de l'année sur tous les continents et c'est hyper important finalement de se sentir bien, pour être bien dans ses baskets, pour avoir envie de jouer, pour avoir envie de s'entraîner correctement parce que on est bien dans ses bottes. Et donc pour moi, effectivement, l'anglais est l'exemple parfait de ce qui m'aura manqué aussi un tout petit peu pour me sentir encore mieux. Mais vous n'êtes pas le seul, hein, parce que Arnaud Clément, je ne sais pas si vous en souvenez, oui, mais en 2001, il fait finale à l'Open d'Australie, il rencontre André Agassi, il ne parlait pas anglais, ou quasiment pas, il avait demandé à un journaliste en conférence de presse de le traduire, et il avait demandé à Philippe Bouin, le journaliste de l'équipe très connu, de lui écrire son discours de fin de match, de fin de finale. Parce qu'il était incapable de le faire. Et je pense qu'il était plus tendu. Oui, il était plus tendu. Au discours que la finale en elle-même. Ouais, ça, c'est incroyable. C'est quand même révélateur d'un vrai problème. C'est-à-dire que quand tu paniques plus de te dire, si je gagne, je vais devoir parler devant tout le monde. Mais il avait fait 2 discours. Hein. Il avait demandé à Philippe de lui faire 2 discours. Ah ouais, mais c'est problématique. Donc effectivement, nous, par exemple, moi, je vais donner l'exemple. Quand je vais leur parler, je vais leur donner l'exemple de l'Open d'Australie pour imager finalement ce qu'on va leur dire, où on va leur dire c'est important de parler anglais, c'est important pour votre carrière. Paul-Henri, est-ce qu'on sous-estime certains aspects qui peuvent freiner finalement l'accès au très très haut niveau? Comme, c'est-à-dire l'anglais en fait partie par exemple, mais oui, non, en fait partie. Après, il y a tellement de choses effectivement à prendre en compte. Voilà, je pense qu'il y a la relation aussi avec les journalistes. Quand on arrive assez jeune sur le circuit, on ne sait pas forcément comment réagir en conférence de presse, aussi le jugement qu'il peut avoir aussi vis-à-vis d'eux. Donc il y a une petite méconnaissance effectivement dans le média training, moi personnellement que j'avais pas du tout eu à l'époque. Et on est souvent mis sur le devant de la scène assez rapidement quand on a des résultats.
Et ensuite, quand ça va un petit peu moins bien, on comprend pas trop, et donc on se referme un petit peu sur nous-mêmes. Fabrice me connaît depuis très longtemps, il sait que ça a été un petit peu mon cas, effectivement, et c'est quand on est jeune, c'est assez difficile à gérer. Donc j'ai envie de dire que la partie comme média est souvent effectivement un petit peu sous-estimée quand on arrive sur le circuit. Mais une qui a toujours été très à l'aise, c'est Alizé. Comment? Oui, mais Elle a toujours été très à l'aise. Ouais, mais Alizé, c'est son métier depuis toute jeune. Le premier Roland Garros à 15 ans quand même. J'étais formée dans l'utérus, moi, pour les interviews. Non, j'allais rajouter qu'on sous-estime aussi souvent les temps creux dans une carrière de tennis, parce que finalement, le temps que ça nous prend d'être sur le court et d'être dans la gym, c'est peut-être une demi-journée, un peu plus, mais après il y a tous ces temps de battement aussi quand on est en tournoi, sur le circuit, qu'est-ce qu'on fait de son temps libre, tout cet aspect encore une fois psychologique qui fait qu'on est bien ou pas dans sa carrière, c'est aussi de savoir gérer tous ces temps en dehors du court. Ils sont nombreux, c'est comme quand on est sur le court, il y a les moments où on tape la balle, mais il y a tous ces moments entre les points où finalement notre cerveau fait un travail par lui-même. Et en fait, il ne faut pas sous-estimer cette préparation-là à ces temps creux. Le circuit, c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup de temps d'attente entre les tournois, avant les entraînements, après les entraînements. On est souvent loin de chez soi. Et ça, on le sous-estime parce que finalement, il y a quoi comme formation pour être 40 semaines par an loin de chez soi? Ça n'existe pas. Il faut juste s'adapter. Et le métier de joueur de tennis, c'est de l'adaptation. Et ça, aider les jeunes, les préparer à cette vie de voyage, à cette vie de sacrifice. Alors, sacrifice, c'est un peu fort parce que on le fait par passion, mais il y a quand même des compromis à faire. Ça, c'est important de le mettre en lumière et de les sensibiliser à cette vie qui est quand même hors norme. Il y a un aspect que Joe, vous avez développé sur un réseau social, je ne sais plus lequel, sur le fait que vous êtes toujours votre polémique, propre... ces journalistes. Non, vous êtes votre propre entreprise. Et c'est aussi intéressant pour Astrid, il faut qu'elle écoute ça. Vous êtes votre propre entreprise. Vous gagnez de l'argent, c'est vrai, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que vous payez l'hôtel, vous payez vos entraîneurs, vous payez un préparateur physique, enfin bon, il y a tout un staff autour de vous, ça vous coûte de l'argent. Et vous perdez plus que vous ne gagnez, généralement, des matchs, généralement. Alors que quand on est dans le football, quand on perd, bon, on joue la semaine d'après, mais bon, il y a 11 joueurs, tous est responsables, mais quand vous êtes sur le court, vous êtes tout seul, et vous êtes responsable de ceux qui travaillent avec vous. Et ça, c'est quand même très important, et c'est un aspect qu'on a du mal à maîtriser, généralement, quand on vous regarde à la télévision ou sur un cours de tennis. Oui, tout à fait. Quand on voit un joueur de tennis, souvent à la télévision, déjà, c'est souvent un produit, alors je ne vais pas dire fini, mais en termes de formation tennistique, tout ça, c'est quand même un produit fini. Et en fait, avant d'arriver là, il y a évidemment beaucoup de choses à gérer. Et qui dépasse finalement le sport, puisque le tennis c'est un sport individuel, c'est un sport professionnel, et c'est vrai que c'est pas évident à gérer. Et c'est pour ça que les séminaires sont importants, parce qu'ils vont venir mettre le doigt sur des choses que les jeunes vont vivre dans leur carrière, pour lesquels ils sont souvent pas encore confrontés, mais qui vont arriver incessamment sous peu, parce que c'est des jeunes qui ont entre 14 et 18 ans, donc ils sont pas loin finalement d'être professionnels, ils jouent déjà très très bien au tennis, et effectivement on a le côté économique à gérer, on a le côté humain surtout, puisque moi je vais engager mon entraîneur, mais je vais aussi devoir lui dire à un moment donné, j'ai envie de travailler avec quelqu'un d'autre, j'ai envie d'apprendre d'autres choses, et c'est des fois très dur. On va devoir aller devant notre manager, essayer de comprendre un contrat de sponsoring, un contrat, enfin peu importe le contrat, mais tout d'un coup on va s'intéresser à du juridique, alors que c'est pas du tout notre métier. On n'a pas été formé pour ça, on n'a pas fait d'études pour ça. Nous, on est juste des joueurs de tennis qui courent après la petite balle jaune. Mais effectivement, tout d'un coup, on va s'inventer plein de métiers. Et c'est là que, en fait, la difficulté arrive. Être un très bon joueur de tennis, c'est une chose. Le rester sur des années, c'en est une autre, puisqu'on est confronté à bien des problèmes. Alors Paul-Henri, il y a cette initiative effectivement de la Team BNP, mais globalement, est-ce que les jeunes espoirs du tennis français sont suffisamment accompagnés vers le haut niveau? Est-ce qu'il y a plein de pièges à éviter finalement?
Oui, il y a plein de pièges à éviter. Alors, je veux dire, on n'est jamais assez bien accompagné. Effectivement, l'initiative de la BNP est fantastique. C'est vrai que moi, j'aurais adoré me faire accompagner avec cette méthode-là en étant plus jeune. Alors oui, il y a la fédération qui accompagne, mais pas dans tous les domaines. Ils ne peuvent pas tout faire. Comme on l'a dit précédemment, il y a plein de pièges à éviter, plein de choses aussi à anticiper. Alors parfois, c'est bien aussi de se prendre un petit peu le mur, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi, mais c'est bien aussi parfois qu'on nous prévienne de faire attention ou juste dire que c'est normal que de temps à autre on échoue, et d'avoir aussi des interlocuteurs qui ne soient pas dans le jugement, en fait, qui soient là juste pour accompagner, pour un petit peu éclaircir certains sujets. Alors, on parle d'agents, d'accompagnement des parents, de média training, enfin plein de sujets psychologie. Donc ça, je pense que oui, je pense que c'est important, mais on n'est jamais assez accompagné, quoi. On peut toujours l'être davantage. Et Astrid, justement, ça vous rassure que la BNP soit là pour encadrer votre carrière, que dans d'ex-joueurs comme Alizé Cornet, Paul-Henri Mathieu et Jo-Wilfried Tsonga soient là pour vous donner des conseils? Ça vous rassure? Oui, pour vous, sur le cours? Je suis rassurée parce que bon, déjà on a un parrain et une marraine juste fabuleux. Non, c'est vrai. Puis j'ai eu de la chance aussi de jouer à Alizé juste avant qu'elle arrête sa carrière, donc on a. Non, c'est vrai. J'ai joué contre ma filleule, quoi. Ça, c'est trop bizarre. Et ça a donné quoi le score? Ouais. J'ai perdu. Attends, j'ai gagné, heureusement, parce que Non, mais sinon c'était la fin du monde pour moi. eux le sentent pas forcément toujours, puisqu'on n'est pas toujours en direct avec eux. Quand on fait les séminaires, on est souvent pris à partie par les parents. On est souvent, moi je suis souvent à discuter dans mon académie avec les coachs, et pas forcément directement avec le joueur. Ils ont tout un staff, ils s'entraînent tous à des endroits différents, et effectivement des fois le meilleur moyen d'aller toucher un joueur finalement c'est de passer par son entourage, puisque c'est eux qui murmurent entre guillemets à l'oreille du joueur ou de la joueuse. Et Astrid, le fait d'être accompagné financièrement également, est-ce que ça enlève une forme de pression négative? Je pense oui. À un moment donné, je culpabilisais un peu envers mes parents parce que on m'a appris la notion de l'argent, et je sais qu'une carrière ça coûte très cher, une saison ça coûte très cher. Donc c'est vrai que ça enlève une pression supplémentaire, et que ce soit pour moi mais aussi pour mes parents, je pense. Donc oui. Et d'ailleurs, c'est un des enjeux du programme, de se dire, voilà, on enlève les cailloux dans les chaussures, qui peut être la pression financière, qui peut être l'après-tennis. C'est-à-dire qu'ils savent tous qu'ils ne vont pas tous réussir, mais ceux qui ne réussiront pas, ils pourront nous appeler, on pourra les aider d'une manière ou d'une autre, les accompagner. Là, je crois qu'il y en a 10 qui sont partis, comme à l'époque, Paul-Henri, aux États-Unis. Sur 50, il y en a déjà 10 qui sont en université aux États-Unis. Ils savent que quand ils reviendront en France, ou même aux États-Unis, on peut aller les aider, on peut les accompagner. Et ça, c'est une pression qui fait qu'ils vont pouvoir se concentrer sur le jeu et sur leur tennis. D'ailleurs, Vincent Baptiste, depuis le début du programme en 2018, il y a eu 53 jeunes accompagnés par la team BNP. Aujourd'hui, il y en a 4 qui ont mis le projet tennis entre parenthèses. Comment on gère la gestion de l'échec aussi? Alors, on le gère déjà en se disant que ça fait partie de la courbe et j'ai envie de dire quasiment des statistiques. Ils ne seront pas tous champions de tennis. Et c'est ce qu'on partage à chaque fois dans le programme. On leur partage aussi des clés qui vont leur permettre de s'ouvrir à autre chose. Il y a quasiment la moitié des séminaires qui sont sur des sujets qui peuvent être extérieurs au tennis. On a parlé des questions juridiques, on a parlé des questions parfois de gestion de leur agenda. C'est des clés qui sont données par des grands champions et qui vont leur donner une ouverture, une confiance en eux, qui fait que même s'il y a un échec dans le tennis et dans le projet qui était le projet principal pour eux, à un moment donné, ils vont pouvoir rebondir et puis s'appuyer sur nous parce qu'on est là pour ça. Et ils savent qu'on sera à leur côté dans l'après-tennis aussi. Est-ce que c'est un échec finalement, Fabien? Peut-être pas y arriver. Pour eux, peut-être. Ouais, c'est difficile à encaisser pour un jeune qui rêve de. C'est un rêve qui s'écroule. Oui, mais alors à la limite, ça, un rêve qui s'écroule,
peut-être, mais un échec, sachant ce que le tennis apporte au quotidien, l'école de la vie que ça représente, c'est vrai que quand on a une vision court terme, c'est difficile pour un jeune de ne pas le considérer comme un échec, mais c'est aussi une opportunité vers autre chose. On parlait des jeunes qui sont partis aux États-Unis faire leurs études, et puis même la discipline que ça apprend au quotidien, la rigueur, la création d'objectifs et tout ça, c'est quelque chose qu'on va garder toute une vie. Donc au final, c'est vrai qu'à court terme, ça peut paraître un échec, mais à long terme, finalement, tenter une carrière professionnelle ne représentera jamais un échec. C'est une expérience. Et je pense que le fait de le considérer comme un échec, ça aussi, ça peut faire partie d'une pression supplémentaire. Parce que c'est soit on réussit, soit on échoue. Non, c'est pas aussi binaire que ça. C'est, comme le dirait quelqu'un de très célèbre, je sais plus ce que c'est, je perds ou j'apprends. J'aime bien avoir cette philosophie-là parce que sinon, c'est la fin du monde quand tout s'arrête. Et c'est pas l'objectif. On a envie que les jeunes qui n'arrivent pas à devenir professionnels continuent à grandir en tant que personnes, à s'épanouir et finalement réussissent dans autre chose. Oui, Joe, parce que vous l'avez presque vécu, ça, juste avant 2008, quand vous étiez blessé. Vous ne saviez pas trop si vous alliez pouvoir devenir joueur professionnel parce que vous avez été blessé très sérieusement. Donc, à un moment, vous vous êtes dit, j'y arriverai pas ? Oui, je me suis dit que j'y arriverais pas. C'était en quelle année? C'était 2004, 2005? Non, c'était entre 2004 et 2007. Oui. J'ai été blessé, donc j'ai fait une double hernie discale. La plupart de mes aînés se sont arrêtés 1 an après avoir eu plus ou moins cette blessure-là, donc c'est vrai que j'avais pas vraiment de certitude sur le fait que j'allais pouvoir continuer à bien jouer au tennis. Heureusement, j'ai eu la chance de faire la carrière que j'ai faite, mais ça m'a énormément. Enfin, cette période d'échec, si on peut considérer comme ça, en fait, comme l'a dit Alizé, c'était vraiment un apprentissage pour moi. Ça m'a aussi permis en fait de m'ouvrir et de me rendre compte que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Et du coup, moi, j'ai préparé d'une certaine manière mon après-carrière dans cette période-là, où je me suis dit, mais en fait, à tout moment, le tennis, ça s'arrête. Peut-être que ça vaut le coup aussi de m'intéresser à d'autres choses que juste mon sport. Et effectivement, aujourd'hui, je me rends compte que pendant cette période-là, j'ai aussi été curieux. Je me suis intéressé à pas mal de choses. Et ça m'a permis de préparer un peu mon après-carrière. Donc effectivement, on vient, en jouant au tennis, en fait, tout le monde ne sera pas champion, il n'y a qu'une place de numéro 1, entre guillemets, mais on vient valider des compétences, et ces compétences-là, elles peuvent nous amener effectivement vers d'autres horizons. Dans les séminaires, effectivement, on parle de plein de choses, on parle d'économie, on parle de santé, on parle de psychologie, on parle de maintes et maintes choses qui leur permettent aujourd'hui finalement de s'ouvrir et pourquoi pas de trouver une voie ailleurs que dans le sport professionnel. Paul-Henri, c'est quoi la clé essentielle pour devenir le champion de demain? Qu'est-ce qui compte le plus pour réussir? Prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Mais je pense que voilà, on fait des choses par passion. Comme l'a dit très justement Alizé, voilà, on essaye d'aller vers quelque chose, mais il n'y a pas d'échec. Voilà, tant qu'on essaye et qu'on fait le maximum, il arrivera ce qui arrivera, mais on apprend quoi qu'il se passe. Et pour moi, c'est important de faire les choses avec passion. Moi, quand j'étais gamin, j'ai été piqué, passionné par la petite balle jaune depuis tout petit. Et je pense que la plupart ceux qui sont ici à côté de moi, c'est la même chose. Et si on veut arriver à faire quelque chose de beau et de grand, voilà, il faut être passionné et savoir prendre du plaisir. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité aussi, parce que voilà, le sport, c'est une remise en question permanente. On a parlé d'échecs. Mais voilà, nous, dans le tennis, on perd toutes les semaines, quasiment. Joe a gagné un petit peu plus, mais tu as quand même perdu. Ouais. Mais on est amené quand même à perdre toutes les semaines, donc c'est vraiment une remise en question constante qu'on doit avoir. Donc il faut se préparer aussi à ça. Donc voilà, toutes ces petites choses-là sont vraiment très importantes. Mais s'il y a une chose pour moi à retenir, voilà, c'est de prendre du plaisir et être passionné par ce qu'on fait. Je viens d'arriver sur la scène. C'est le moment de discuter avec vous dans le public. J'imagine que vous avez tous énormément de questions pour nos grands champions qui sont sur cette
sur cette scène avec nous. N'hésitez pas à lever la main, à vous lever et à vous présenter et à poser votre question fort et claire. Bonjour. À droite. C'est là-bas. Voilà, à droite. Je m'appelle Naïm, association Trofaso dans la reconversion des sportifs, justement professionnels. En termes de skills et de stratégie que peut apporter le tennis, dans quoi vous voyez les sportifs pros qui n'ont pas pu aboutir leur carrière jusqu'à votre niveau? Dans quoi vous les voyez quel type d'entreprise vous les voyez être les cibles pour des recrutements, par exemple, grâce au tennis? Est-ce que vous avez compris la question? Est-ce que je peux répéter? Non, mais on a compris la question. Ouais. Dans quel domaine on peut s'épanouir quand on arrête une carrière, quoi? Ça mérite réflexion, en fait. C'est pas une question facile. Mais ouais, ils peuvent tout faire, vous savez, ils peuvent tout faire. Exactement. En fait, moi, je vois pas de barrière. Le tennis est un sport assez complet. C'est vrai que quand on va au bout, on est confronté à énormément de choses. Je pense que comme tous les sports, on a une vraie capacité de travail. On a une capacité de résilience, on a une capacité d'échec, on a une capacité aussi à vraiment se lancer dans le vide. Parce qu'une carrière de sportif, on ne sait jamais si on va être Michael Phelps. J'ai pris un Américain, j'aurais dû prendre un Français. En plus, il est très bon. Mais en fait, on sait jamais finalement. Si on vous avait dit que vous alliez devenir, on ne sait jamais ce qu'on va devenir. Je veux dire, dans la salle, il y a certainement énormément de personnes qui avaient un rêve différent de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Donc voilà, je crois que le sportif a juste quand même énormément de capacités qui valident sans s'en rendre compte. Et justement, je pense qu'à la fin d'une carrière, faire un bilan de compétences pour les sportifs de haut niveau peut être quelque chose de vraiment très intéressant. Parce que, effectivement, parfois on ne sait pas. On a chacun une personnalité qui est complètement différente. On a consacré quasiment toute notre vie à notre passion. Ensuite, il faut, soit on continue dans cette voie de cette passion par un métier qui peut assouvir un petit peu ce qu'on faisait par le passé, ou partir complètement sur autre chose. Mais souvent, on n'est pas assez accompagné, on ne sait pas. On est un peu lancé dans le vide. Et effectivement, pouvoir faire un bilan de compétences et pouvoir aussi prendre conscience qu'on peut faire autre chose peut être quelque chose de vraiment très gratifiant. Mais pour ça, il faut être effectivement accompagné. Il faut vous rendre compte, Alizée, elle est romancière aujourd'hui. 3e livre, non? Sauf erreur de ma part. Voilà. Joe. Non mais Joe, il est chef d'entreprise. Est-ce que vous auriez pu imaginer un seul instant que vous alliez être chef d'entreprise au début de votre carrière? Non. Et Paul Henry a lancé sa marque. Comment? Paul Henry a lancé sa marque. Et Paul Henry a lancé sa marque. Donc voilà, c'est variable en fonction aussi des tempéraments des personnes. Merci beaucoup Naïm pour votre question. La prochaine est à gauche cette fois. Bonjour, c'est Hugo. Donc je suis étudiant en STAPS et j'avais une question plutôt pour Alizée et Joe. Donc vous avez connu le sport avant l'ère, je dirais, des réseaux sociaux et, la vieillesse. Et de l'hypermédiatisation. Et donc vous avez été épargné là par la question alors que bon. Je suis un peu plus vieux, ouais. Même très vieux, j'ai l'impression en entendant la question. Alors, du coup, pensez-vous que les jeunes champions d'aujourd'hui, ils vivent une pression différente ou voire plus lourde que celle que vous avez connue? Alors moi, je trouvais déjà que j'avais vécu une pression plus lourde que mes aînés. Mais aujourd'hui, clairement, je pense qu'ils sont exposés beaucoup plus que nous, on l'était, en tout cas du moins au début de ma carrière. Avec Alizée, je pense et Paul Henry, on fait partie un peu de cette transition quand même, où nous, on a vécu Internet pendant nos carrières, où vraiment ça a pris de l'élan, et puis après les réseaux sociaux qui sont arrivés sur la fin. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus exposés que nous. Et ça doit pas être évident. Je pense que ça mérite justement des heures de réflexion, de formation autour de ça pour eux, puisque c'est quand même assez spécial de pouvoir être filmé 24 heures sur 24 et de se retrouver sur la toile à l'autre bout du monde en une seconde. Et sans compter la pression des parieurs sportifs également. À tout moment, sans compter évidemment les personnes mal intentionnées.
Mais effectivement, aujourd'hui, les jeunes ont encore un sujet en plus à traiter. Ça, je ne sais pas, Astrid, si tu étais présente, mais ça fait partie des formations qu'on se doit de leur donner régulièrement, les paris sportifs. Comment on réagit? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Comment je peux porter plainte quand il s'agit de porter plainte? Toute la question des réseaux sociaux. Donc voilà, ça fait vraiment partie des nouvelles compétences. Le dopage. On a des expériences de jeunes qui ont une formation d'antidopage dans un des séminaires et qui se retrouvaient par hasard la semaine suivante sur leur premier contrôle antidopage. Quel est mon droit, quel est mon devoir dans cette situation-là? Voilà, c'est l'apprentissage de la vie de champion qui passe par un nombre de plus en plus important de sujets, de compétences à savoir vivre. Ouais, après, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, effectivement, ils ont d'autres sujets à traiter qui sont parfois positifs, mais aussi qui sont parfois négatifs, mais aussi positifs, puisque les réseaux sociaux, effectivement, c'est aussi pour eux l'occasion de se montrer comme ils ont envie de se montrer. Donc et ça peut attirer des sponsors. Et ça peut attirer des sponsors, et ça permet effectivement de peut-être mieux financer sa carrière et de continuer à encore mieux progresser. Mais effectivement, les réseaux sociaux, c'est quand même un sujet qu'il faut traiter. Merci Hugo. Pour votre question, la prochaine. Bonjour à tous. On parle beaucoup de santé mentale, mais dans le tennis, de plus en plus de performance physique, avec notamment les monstres Sinner, Alcaraz, etc. Et c'est une question qui va plutôt être tournée pour toi, Astrid, peut-être aussi Alizé et Joe. Richard parlait récemment de l'apparence et avec les réseaux sociaux, que les jeunes dans le circuit étaient de plus en plus fermés, qu'il y avait de moins en moins de contacts. Il disait que tout au long de votre tournée sur l'année, vous pouvez, à l'époque, jouer à des jeux de cartes, partager des vrais moments sociables ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être Astrid, c'est moins le cas qu'à ton époque, Joe ou Alizé, justement avec les réseaux sociaux et ce renfermement sur la propre personne des joueurs? Pour mon cas, je dirais que non. On adore jouer aux jeux de cartes en tournoi, on a beaucoup de temps de libre, donc on essaye au maximum de se voir avec les autres joueurs et joueuses. Je parle quand c'est les tournois mixtes, mais la plupart du temps c'est les tournois juste femmes ou juste hommes. Mais sinon, par rapport aux réseaux sociaux, oui, comme disait Joe, il y a des points négatifs comme positifs. Et par rapport à la santé mentale, c'est un axe très très important aujourd'hui. Je pense pour tous les sportifs de haut niveau. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une prépa mentale ou même voir un psychologue. Et c'est aussi grâce au séminaire qu'on a pu avoir les interventions d'une psychologue de Teddy Riner, Muriel, j'ai plus son nom de famille. C'est l'âme, mais j'ai plus son prénom. Ouais. Donc grâce à ça aussi, la BNP nous aide sur les séminaires. Pour répondre à la question, c'est intéressant d'avoir un de nos témoignages avec Joe. Moi, pour le coup, c'est marrant, c'est un peu à l'opposé de ce que tu dis, c'est que j'ai vu je te tutoie. Hein. J'ai vu une amélioration de la mentalité, moi, sur le circuit. À l'époque où je suis arrivée, donc 2005, ça commence à dater, mais il y avait très très peu de relations. Alors je sais que sur le circuit masculin, c'était différent. Mais sur le circuit féminin, moi, ce que j'ai expérimenté, c'était les générations Sharapova, Williams. Personne ne se calculait dans les vestiaires, personne ne se parlait. Moi, j'avais pas d'amis, pas de copines. Et en fait, au fur et à mesure du temps qui passe, j'ai remarqué que les nouvelles générations, justement, qui sont beaucoup plus sensibles à la santé mentale, au fait d'être heureux en dehors du cours, finalement, ils prennent le temps de créer des liens, de créer des amitiés. Et moi, c'est ce qui n'existait pas à mon époque. C'est-à-dire que c'était objectif tennis, on était tous en mission, on avait tous envie de se marcher dessus, plus ou moins. Et du coup, il n'y avait pas cet aspect un petit peu plus convivial, familial qu'on peut retrouver, et que moi, j'ai retrouvé à la fin de ma carrière et que j'ai adoré. Les relations que j'ai eues dans les vestiaires avec les autres joueuses, ça n'avait rien de comparable avec ce que j'avais expérimenté dans le passé. Donc au final, c'est marrant parce qu'on pourrait penser que les réseaux font que les jeunes se ferment, mais en fait non, il y a une entraide quelque part qui est en train de se créer, et ça c'est vachement positif. Allez, on va prendre une dernière question, on profite de leur présence, on gratte un petit peu de temps. Je prends la responsabilité, c'est à vous.
Bonjour, c'est une question plus pour Joe parce que je sais que tu as monté une académie et que c'est important pour les joueurs d'allier études et aussi le côté sportif. Est-ce que tu penses que la France peut être amenée à évoluer et à devenir un modèle plus comme les États-Unis? On sait qu'il y a des joueurs comme Rinder ou Terence qui sont partis au State. Est-ce que tu penses qu'on peut devenir qu'on peut faire ce genre de choses et que ça peut se monter dans le futur? Après, à vrai dire, ce serait le rêve. Après ce qu'on a vécu là cet été avec les Jeux, on aura envie effectivement que le sport prenne cette ampleur dans notre société. Moi, étant sportif, je reste persuadé que le sport véhicule quand même de très bonnes valeurs et permettrait à nos jeunes effectivement de s'épanouir encore plus dans notre société. Moi, c'est mon souhait. Après, te dire que ça arrivera, j'en ai effectivement aucune idée. Nous, on est tous là parce qu'on est passionnés par le sport et qu'on est effectivement persuadé que ça a sa place dans notre société. Et voilà. Après, c'est vrai que c'est une très bonne question. Ça mériterait des jours et des jours de discussion pour mettre ça en place. Mais mon rêve, effectivement, ce serait qu'au lieu qu'avec mon académie, j'envoie des joueurs aux États-Unis dans des universités, je les envoie dans des universités françaises qui auraient leur section tennis, leur section rugby, leur section foot, leur section n'importe quel sport, natation, vélo, peu importe. Effectivement, ce serait ça, on va dire, le monde idéal dans mon imaginaire. Après, est-ce qu'on va le voir un jour? On ne sait pas. Sûr. On ne sait pas. Mais oui, moi, j'adorerais ça. Mais il y a un serpent de mer quand même, c'est de savoir si les académies privées, il en existe en France, vous en faites partie, travaillent avec la Fédération française de tennis. On s'est toujours posé la question de savoir si la Fédé pouvait travailler avec vous. Est-ce que c'est le cas en ce moment ou pas du tout? D'une certaine manière, oui, puisque nous, on est là pour former des jeunes qui souvent après vont voler de leurs propres ailes et aller soit à la Fédé, soit directement en équipe de France s'ils sont bons. Voilà, en tout cas, nous, on promeut, entre guillemets, le tennis. Donc pour moi, effectivement, on est dans le même bateau. Après, en France, ça a toujours été un peu une difficulté d'allier le privé et le public. On a souvent tendance à y mettre une barrière au milieu et c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais l'objectif, effectivement, c'est de faire qu'un et de travailler pour la même bannière. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus sur scène partager votre expérience. Merci Fabrice et Fabien.